Une séquence un peu plus conceptuelle peut-être et de modélisation. En tout cas, on va évoquer la question de la modélisation et de nouveaux concepts. On va parler du concept d'immunité des plantes et d'immunité agroécologique avec Marie-Noëlle Brisset, notamment, l'INRAE d'Angers. Marie-Noëlle, avec vous, on va se poser la question de ce concept d'immunité agroécologique. Est-ce que c'est un concept utile, pertinent? Vous êtes de votre côté chercheur en pathologie végétale à l'INRAE d'Angers, et on va voir si ce concept ouvre des portes et des leviers d'action potentiels. Je vous passe la main pour que vous puissiez partager votre écran. C'est parfait. Alors, bonjour à tous. Je vais effectivement vous présenter surtout la création d'un nouveau réseau, le RMT-BESTIM, qui a été construit autour du concept de l'immunité agroécologique. Alors, pour les gens qui ne sont pas très familiers avec les RMT, ce sont donc des réseaux mixtes technologiques financés par le ministère de l'Agriculture, créés pour favoriser le rapprochement recherche, formation, développement. Et donc, ils permettent en particulier de préparer des projets de recherche autour d'une thématique donnée. Et le RMT que je vais vous présenter n'est pas issu de rien, puisqu'il fait suite au réseau Elicitra dont a un peu parlé Elsa tout à l'heure, qui a eu une durée de vie de 2010 à 2019 et qui était centré sur les SDP ou stimulateurs de défense des plantes. Alors pour introduire un peu l'immunité, vous avez ici très schématiquement représenté l'immunité chez les animaux ou chez les humains, qui est constituée de deux types d'immunité, l'immunité innée et l'immunité acquise. L'immunité innée étant la constitution de barrières physiques et chimiques et des phénomènes de phagocytose, et l'immunité acquise étant surtout liée à la production d'anticorps spécifiques qui vont diriger les micro-organismes pathogènes vers des phénomènes de phagocytose. Chez les plantes, c'est beaucoup plus rustique puisqu'on n'a que de l'immunité innée avec la constitution de barrières physiques et chimiques. Dans le système animal, et chez les humains en particulier, et on en parle suffisamment en ce moment, on sait bien qu'il y a beaucoup de sources de variabilité à cette immunité, la génétique de l'individu, la diversité des agents pathogènes, l'influence de facteurs abiotiques, l'influence du microbiote et autres facteurs. Eh bien, chez la plante, c'est à peu près la même chose, puisqu'on a également la génétique, la diversité des agents pathogènes, l'influence des facteurs environnementaux, du microbiote et autres facteurs. Dans le réseau Elicitra, donc avec les SDP, on essaye d'induire cette immunité innée chez la plante, mais on s'est bien rendu compte qu'on arrivait un peu à des limites et qu'il fallait avoir une vision plus intégrée des choses, c'est-à-dire prendre en compte ces différents facteurs, ces différentes sources de variabilité, et puis associer de nouvelles disciplines scientifiques parce que nous étions essentiellement des pathologistes. Et donc on a réfléchi à la constitution d'un nouveau RMT et en particulier en construisant ce concept d'immunité agroécologique qui vise finalement à avoir une immunité optimale des systèmes de culture dans des environnements agroécologiques. Et immunité optimale veut dire peut-être aussi coût en énergie pour la plante, donc il faut évidemment assurer un bon compromis entre induction de l'immunité et développement, croissance, production. Donc on a essayé de rassembler un peu tous les facteurs auxquels on a pensé qui peuvent rentrer dans ce concept et qui donc peuvent influencer l'immunité des plantes. Donc on retrouve certains que j'ai cités tout à l'heure. De gauche à droite, en facteur interne, on peut trouver des endomicrobiotes, la génétique de la plante hôte. Et en facteur externe, on a la pression parasitaire, donc non seulement la diversité des bioagresseurs, mais on peut aussi introduire des méthodes qui vont viser à diminuer cette pression parasitaire, si possible respectueuse de l'environnement, comme la prophylaxie et le biocontrôle. Les SDP vont garder une place majeure dans ce concept. On va prendre en compte les pratiques culturales, en particulier l'utilisation de nouveaux stimulateurs des plantes que sont les biostimulants, et qui sont différents des SDP.
On va essayer de comprendre les contraintes climatiques et on va prendre en compte des interactions biotiques autres avec des végétaux tels que des plantes de service, des animaux ou encore le microbiote externe. Je vous le précise juste, SDP, stimulateur de défense des plantes. C'est Oui. ça. Oui. Alors, le réseau va surtout réfléchir à développer ce concept d'une manière la plus complète possible sur 4 cultures majeures, le pommier, la tomate, la vigne et le blé, mais les autres filières ne sont pas du tout, les autres cultures ne sont pas du tout écartées, bien sûr. Et je voudrais juste dire que ce RMT vient d'être accepté fin septembre 2020. Toutes mes félicitations. Donc, par définition, un RMT est un réseau intégratif, de la recherche au développement en passant par la formation. Alors, au niveau partenariat, recherche, on est un certain nombre d'unités de recherche réparties sur le territoire et qui regroupent de nombreuses disciplines scientifiques. Donc, vous voyez qu'en plus de la pathologie végétale et de l'entomologie, qui étaient présentes dans Elicitra, on a associé des écophysiologistes, des généticiens, des agronomes, des microbiologistes et des modélisateurs. Au niveau formation, certains partenaires sont des écoles d'ingénieurs du ministère, on a des lycées agricoles, des universités, et enfin, au niveau développement, on donne des instituts techniques avec de nombreuses stations régionales, des chambres d'agriculture, des centres R&D et 2 pôles de compétitivité. Si on résume le partenariat, en fait, vous voyez sur ces histogrammes avec le code couleur que toutes les filières sont représentées avec une majorité de partenaires travaillant sur les grandes cultures vignes, fruits et légumes, voire en interfilière. Que les étoiles représentent les animateurs opérationnels et scientifiques que je vais vous présenter après et qui sont répartis sur ces différentes filières. Et puis qu'il y a un équilibre entre partenaires de la recherche et de l'enseignement et partenaires du développement. Et au total, pour l'instant, on est une 60aine de partenaires. Mais je tiens à dire que ce réseau est non fermé, c'est-à-dire que toute personne intéressée peut faire la demande d'intégrer le RMT. On a organisé le travail en 5 axes. Un axe 1, qui consiste en une veille à l'innovation, que ce soit en levier ou en méthode. Un axe 2 plus méthodologique pour travailler sur des protocoles d'expérimentation et harmoniser surtout nos protocoles, trouver des indicateurs, voire développer des OAD pour le terrain. Un axe 3 qui est plus ciblé recherche pour optimiser les effets des leviers, où on va explorer plus à fond les modes d'action, comprendre les facteurs de variation et comprendre les interactions possibles entre leviers. Un axe 4 qui sera plus ciblé vers l'intégration dans les systèmes de culture avec une hiérarchisation des leviers, des ateliers de prototypage de systèmes et des essais démonstrateurs. Et enfin un axe 5 dédié à la formation, qu'elle soit académique ou professionnelle, et à la communication interne et externe. On a déjà identifié un certain nombre de partenaires avec qui on pourra collaborer, que ce soit des plateformes pour la recherche, mais également des réseaux d'expérimentation, et puis quelques RMT avec lesquels on pourra collaborer également. On veut fonctionner en mode groupe de travail qui auront des durées de vie variables selon les objectifs de ces groupes de travail. On en a déjà identifié un certain nombre qui pourraient démarrer tout de suite. Par exemple, pour l'axe 1, un groupe de travail qui pourrait faire un inventaire des leviers et des méthodes actuellement existants autour de l'immunité. Ou l'axe 2, un groupe de travail sur une méthodologie ou une technique particulière. Et bien sûr, pour ce réseau, il va y avoir une équipe d'animation pour mettre un peu de l'huile dans les rouages. Cette équipe d'animation, elle est constituée de 2 animateurs opérationnels qui sont Régis Berthelot et Marie Turner d'Arvalis et de Vegenov, et de 5 animateurs scientifiques, Sophie Trouvelot et Marie-Claire Éloire de l'Université de Bourgogne, Adrien Gauthier d'Uni-la-Salle, Elsa Balini de l'Institut Agro, Montpellier, et moi-même de l'INRA d'Angers.
Nous allons avoir un comité d'orientation stratégique constitué d'un référent par animateur et de référents scientifiques, d'industriels et de référents de réseau. Et enfin, nous aurons des animateurs de groupes de travail. On compte fonctionner de la manière suivante. Donc, l'équipe d'animation se réunira une fois par mois pour le suivi. Nous comptons avoir une assemblée plénière par an et puis une réunion d'orientation par an avec le comité d'orientation stratégique. Mais nous aurons également des réunions ad hoc à l'initiative des animateurs de groupes de travail ou de tout partenaire, et en particulier pour ces derniers, pour préparer des montages de projets entre partenaires du réseau. Voilà, ça c'était la présentation générale du RMT BESTIM. Donc on n'a pas encore réellement démarré, mais je voudrais... Comment? Il te lance tout oui. juste. Et Oui, vous allez nous présenter du coup un projet qui sera un peu un projet pilote. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est que on a un certain nombre de membres du réseau ont eu un projet accepté, qui est le projet Cap Zéro Phyto, et qui sera sûrement un des moteurs de ce RMT. Alors Cap Zéro Phyto, c'est un des projets acceptés dans le cadre des projets PPR cultiver et protéger autrement, et dont le titre long est exactement développer le concept d'immunité agroécologique. Et il vient aussi d'être accepté début septembre 2020. Donc en fait, on reprend un peu la même chose, présentée un peu différemment. Donc l'immunité végétale dépend d'un certain nombre de facteurs. Dans ce projet, on va surtout travailler sur la pomme et la tomate, et puis dans une moindre mesure sur la pêche, la fraise et le poivron. Vous avez à droite les 11 partenaires impliqués dans le projet, et ce projet est coordonné par l'INRA d'Avignon. Et nous allons travailler aussi avec des stations régionales et qui seront prestataires dans le projet. Alors l'important, c'est que parmi tous les facteurs influençant l'immunité végétale, on va particulièrement travailler 6 leviers: la génétique de la plante, l'application de SDP, l'application de flash d'UVC, le stress mécanique, la gestion de la nutrition azotée et les plantes de service. Et notre stratégie globale va être la suivante: on va combiner progressivement les 6 leviers immunitaires, alors que souvent en recherche on travaille levier par levier. Les principaux bioagresseurs des cultures seront aussi considérés de manière intégrée, et là aussi souvent les recherches de méthodes de lutte contre les bioagresseurs sont réfléchies bioagresseur par bioagresseur. On veut aller jusqu'à la reconception des systèmes de culture. Et on va faire une approche socio-économique à 2 échelles dans le projet, puisque l'acceptabilité et la faisabilité vont être évaluées à la fois avec un groupe de producteurs volontaires dès le démarrage du projet, et puis plus généralement au niveau national au travers d'enquêtes. Donc voilà très rapidement comment s'organise le projet. Vous avez en haut les 6 leviers. Alors sur pommier, en fait, on va travailler que 5 leviers. Le stress mécanique ne sera pas pris en compte. Finalement, on va étudier ces 6 leviers de manière individuelle dans le Work Package 1. Alors ces 6 leviers, ils sont plus ou moins avancés selon les espèces et selon les leviers. On va essayer de leur faire atteindre un niveau 6 sur l'échelle TRL avant de les combiner dans le Work Package 2, suivant 2 stratégies spécifiques à chaque culture, la pomme et la tomate. Dans le Work Package 3, on va transférer à d'autres espèces des combinaisons qui se seront montrées intéressantes dans le Work Package 2, et donc essayer de transférer ces combinaisons sur le piment, la pêche et la fraise. Et dans le Work Package 4, eh bien, il s'agira du transfert vers la profession et l'enseignement. Donc ce qu'on veut faire en action 1, c'est organiser très tôt dans le projet des journées d'échange avec les professionnels pour s'assurer de la faisabilité de ce qu'on souhaite faire. On va également en action 2 organiser des workshops de co-design, co-conception de nouveaux systèmes de culture. Je pense de manière très proche des ateliers qu'a décrit Raphaël.
On va également donc réaliser en tâche 3 des enquêtes d'acceptabilité. Et enfin, il y aura une tâche 4 d'interface recherche-enseignement.